Paul Robert Tiendrebego est le nouveau représentant permanent de l'OIF auprès des Nations Unies. Adama Nana est élu membre de l'Organisation de coopération islamique de Burkinabé qui vont représenter le Faso à l'international. Ils ont reçu les encouragements du gouvernement. Les concours directs de la fonction publique s'ouvrent désormais aux personnes ayant un handicap visuel. Elles vont composer dans une dizaine de sections et pour 2014, c'est au total 15 000 candidats qui sont en quête d'un passe pour la fonction publique. Et puis les étalons cadets n'iront pas à la Cannes des cadets. Leur course s'est arrêtée cet après-midi au stade du 4 août. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Actualité politique pour ouvrir ce journal et nous parlons de la 52e session ordinaire du Bureau politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès. Une rencontre qui sera consacrée à l'examen du rapport d'activité et qui devrait également permettre de renforcer les alliances du parti. Yolande Lompo. Cette 52e session ordinaire du Bureau politique national fait suite au rendez-vous du 30 mars dernier qui a consacré la mise en place d'un comité de suivi de la situation nationale. Cette 52e session ordinaire va examiner la mise en œuvre des recommandations qui ont été faites depuis la 51e session du Bureau politique national, mais renforcée également par la tenue du Bureau politique national, la session extraordinaire du Bureau politique national et réaffirmée par la session du Conseil national. Dans son discours, le secrétaire exécutif national du CDP dira qu'ils sont prêts à recevoir tous ceux qui avaient déserté les rangs. À la date d'aujourd'hui, nous avons au niveau du secrétariat administratif plus de 3000 cartes, demandeurs de cartes de militants du CDP. Et vous savez, pour cette carte, il faut payer 1000 francs, cotisation de 1000 francs. Il faut également donner une copie de sa pièce d'identité et il faut y ajouter 2 photos d'identité. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'étudier la possibilité d'augmenter le nombre d'appareils qui nous permettent de confectionner très rapidement et de satisfaire à cette demande. Et à la mémoire des disparus du crash, de l'explosion au quartier Larlé et du juge Salifou Nébié, ils ont observé un instant de recueillement et de pensée pieuse. Le mouvement du peuple pour le progrès, lui, a fait appel au professeur Seni Ouedraogo pour animer un séminaire de formation cet après-midi. Pour cette première, la communication a porté sur les aspects juridiques et politiques de la modification de l'article 37 de la Constitution. Viviane Tiendrebego. Le conférencier du jour est professeur agrégé de droit public et maître de conférence à l'université Ouaga 2. Le MPP lui a demandé de traiter un thème sur les aspects juridiques et politiques de la modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé. C'est une question d'actualité centrale dans notre pays, une question qui joue sur la paix même dans notre pays. Et il est indispensable que des responsables d'un parti politique responsable aient des positions claires, nettes, justifiées sur ces questions-là. On attend du conférencier qu'il nous fasse un exposé clair, édifiant, un exposé non partisan sur ces questions de manière à consolider les positions que le parti a déjà adoptées sur ces questions. Il y a près de 400 participants à ce premier séminaire du mouvement du peuple pour le progrès. Le professeur Seni Ouedraogo a choisi d'aborder le sujet en répondant à 3 questions dont voici la première. Le droit constitutionnel burkinabé le permet-il ? Et un peu plus tôt dans la matinée, le MPP tenait sa 2e session ordinaire. Il s'est agi du bilan à mi-parcours et de la mise en place des structures de base.
Les bureaux des unions devraient également être adoptés au cours de la rencontre. Éléonore Yerbanga. Pour la deuxième session ordinaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, il était essentiellement question de faire le point à mi-parcours de la mise en place des structures du parti. À ce jour, 44 sections provinciales et 338 sous-sections communales ont été mises en place et le processus est déjà entamé dans les villages et les secteurs. Ce processus a été lancé il y a 2 mois et vous le savez aussi que la solidité d'un parti se mesure à celle de ses structures de base. Un parti qui dit parti parle de mobilisation, parle d'engagement militant. Et c'est à la base que se joue ce militantisme-là et cette mobilisation. Contrairement à ceux qui annonçaient qu'il y aurait des fissures au sein du parti à cause de la mise en place des structures, il n'en est rien. Et à ce stade-là, le niveau atteint nous permet de dire que le parti pourra bel et bien surmonter cette étape-là sans beaucoup de heurts. La session verra également l'adoption des bureaux nationaux des unions des femmes, des jeunes et des personnes âgées pour qu'ils puissent entamer le processus de mise en place de leur structure de base. Après quoi, le parti pourra se consacrer entièrement à ses activités politiques. À partir de la rentrée, parce que d'ici la rentrée politique du parti, on aurait fini avec les structures et naturellement les questions qui achoppent au plan national seront à l'ordre du jour de nos différentes préoccupations. Mais j'ajouterai qu'en plus de ces questions nationales, le parti va s'attacher dès la finalisation de cette mise en place à la formation adéquate des responsables qui ont été désignés dans les bureaux. Avant le début de cette deuxième session ordinaire, le parti a observé une minute de silence à la mémoire de 3 membres du bureau national décédés au cours des 2 derniers mois. La première session du cadre de concertation entre l'État et les organisations de la société civile est prévue se tenir avant la fin de l'année. En prélude à cette rencontre, une délégation des OSC s'est entretenue avec le président de l'Assemblée nationale. C'était en présence du directeur général des libertés publiques. Écoutons le porte-parole de la délégation au micro de Anna-Lucie Guéry. Nous avons entrepris une série de tournées d'informations et d'échanges avec les autorités de certaines institutions de la République et aussi des autorités gouvernementales. Donc pour présenter un peu le processus d'organisation de cette première session qui va commencer bientôt. Donc c'est dans ce cadre-là que Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a bien voulu nous accorder cette audience, au cours de laquelle nous lui avons parlé de ce qui va se passer. Nous sommes véritablement satisfaits. Nous profitons d'ailleurs pour le saluer pour sa disponibilité et encore son souhait de voir véritablement aboutir à obtenir des résultats probants au cours de cette session qui va venir. Et il attend également des résultats qui pourraient peut-être inspirer l'Assemblée nationale dans la réflexion globale de la construction de notre pays. Voilà, c'est donc Paul Robert Tiendrebeogo qui remplace Philippe Savadogo à la tête de la représentation permanente de l'Organisation internationale de la francophonie. Manana lui signe son entrée comme membre de l'Organisation de coopération islamique de Burkinabé qui font la fierté de la nation. Le chef de la diplomatie burkinabé leur a signifié, tout en les encourageant à représenter valablement le Faso à ses postes. C'est Sylvestre Da. Premier à être reçu par le chef de la diplomatie burkinabé, le nouveau représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie auprès des Nations unies. Paul Robert Tiendrebeogo, qui était jusqu'à ce jour ambassadeur du Burkina Faso à Vienne en Autriche, remplace un autre burkinabé en la personne de Philippe Savadogo. C'est un défi parce que c'est une nouvelle responsabilité qui se présente à moi. Et je compte vraiment sur l'appui des autorités pour le relever. La francophonie, c'est 77 États membres, y compris les observateurs. Donc il s'agit de défendre les principes
qui fonde donc cette organisation, les principes et les buts de l'organisation. Et comme vous le savez, la francophonie est en pointe dans le domaine de la promotion du multilinguisme, pas seulement de la francophonie, mais de toutes les langues, l'égalité de toutes les langues dans toutes les organisations internationales. La francophonie défend également les principes de la démocratie. À la suite du nouveau représentant de l'OIF à l'ONU, c'est au tour d'Adama Nana d'être reçu par le ministre d'État. Il est nouvellement élu parmi les membres du bureau de la Commission des droits de l'homme de l'Organisation de la coopération islamique basée à Jeddah en Arabie Saoudite. Il était donc normal que je vienne présenter mes remerciements et mes hommages à M. le ministre d'État qui a bien voulu placer une confiance à ma modeste personne. Au-delà de ça, il nous a donné des conseils idoines pour mener à bien cette mission qui est quand même d'une portée capitale. Le Burkina Faso a enregistré récemment plusieurs autres nominations de ses citoyens à des postes de responsabilité dans des organisations internationales. La désignation de l'ambassadeur Thiendré Bégo fait suite à la désignation aussi de M. Malik Sarr, qui représente le secrétaire général de l'OIF à Addis Abeba, qui fait suite aussi à la désignation de l'ambassadeur Samaté, qui a été désigné pour représenter le bureau de l'UNAMID à Addis Abeba. Je pense que notre diplomatie est très active et les cadres du ministère des Affaires étrangères font honneur au Burkina Faso et se font positivement distinguer par leur comportement et par leur bonne manière de servir. Donc je ne peux que me réjouir de cela. À ceux qu'il a reçus et aux autres, le ministre d'État Djibril Ipené Bassolé leur a aussi exprimé la fierté du peuple burkinabé et les a encouragés dans leur nouvelle mission. Et pour le mot de reforestation de ce journal, nous allons à Zanwara où les forestiers se sont retrouvés pour planter des arbres. La lutte contre la désertification et la pauvreté des terres est un défi qui demande l'engagement de tous. Le Premier ministre a mis la main à la pâte ce samedi, Jonas Wemba. La saison hivernale rime avec la verdure et c'est le temps idéal pour le reboisement. Nous sommes à Laba, dans la commune rurale de Zawara, localité située dans la province du Sanguié. Et c'est le Premier ministre lui-même qui donne l'exemple. L'initiative de procéder à ce reboisement aujourd'hui est de la Fédération nationale des unions des groupements de gestion forestière et des opérateurs des produits forestiers ligneux et non ligneux. Au total, 5000 plants seront mis sous terre sur une superficie de 20 hectares. Ces fédérations ont compris, je pense depuis 1987, qu'elles peuvent contribuer tout en exploitant donc le bois au reboisement, un reboisement utile au niveau du Burkina Faso. Donc je voudrais donc saluer cette initiative et inviter justement tous les Burkinabés à faire un effort pour planter un arbre. Et comme le dit si bien le ministre de l'Environnement, il ne s'agit pas seulement de planter un arbre, mais faut-il encore veiller à ce que cet arbre vive. Après cette plantation d'arbres, le chef de gouvernement s'est rendu sur le chantier de construction du pont de Zawara. Et au regard donc de l'évolution des travaux, Luc Adolphe Thiao s'est dit satisfait, une satisfaction d'autant plus ressentie au niveau de la population bénéficiaire de l'ouvrage. L'année passée, si on veut aller au champ, s'il y a beaucoup de l'eau, on ne peut pas traverser. Mais maintenant, on sommes très heureux et très contents pour remercier. S'il y a un malade, on peut traverser pour aller à quelque part pour soigner. Ça fait des décennies que personne, en fin de compte, ne croyait à une réalité telle que nous l'avons vue aujourd'hui. Donc c'est avec une immense joie que nous saluons la venue de son Excellence et de toute la délégation pour constater de visu l'état, le niveau auquel la réalisation se trouve aujourd'hui. Quelques travaux de finition tels l'implantation des panneaux de signalisation et la pose du ralentisseur restent à faire. Et la date du 15 octobre prochain a été retenue pour son inauguration. Nous restons dans le centre-ouest pour prendre les nouvelles de la campagne agricole. Ici, comme un peu partout au Burkina Faso, on déplore la mauvaise répartition des pluies. Les producteurs ne cachent pas leurs inquiétudes, mais les techniciens du ministère de l'Agriculture, eux, sont un peu plus optimistes. Il faut garder espoir, rien n'est encore perdu selon eux. Isaïe Parkouda.
L'heure est déjà à la récolte de l'arachide ici à Ouan, dans la province de la Sicile, signe que la campagne agricole avait bien démarré. Mais depuis quelques jours, la pluie se fait rare, rendant critique le reste de la production. C'est ce que les agents de l'agriculture et de la sécurité alimentaire ont pu constater sur le terrain. Dans la province du Ziro, le niveau d'évolution des plantes ne laisse pas à désirer, la campagne s'étant installée sans trop de retard. La campagne s'est véritablement installée dans la province du Ziro à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin. Actuellement, nous devons pouvoir dire merci à bon Dieu parce que nous, on a fait le tour et puis aussi avec les échos qu'on a par-ci par-là, on se rend compte qu'on est très heureux. Si à Léou et dans le Ziro, le temps des récoltes s'annonce pour la plupart des récoltes comme le maïs, ici dans le Burkina, la contrariété de la saison a entraîné un retard dans le démarrage effectif de la campagne. Il en est de même dans la province du Sangui. L'eau, c'est ce que ce bas-fond attend pour montrer la vertu des plantes. La saison n'est pas tellement stable parce que la pluie, on est en juillet. Ici, en juillet, ici là on voit de la boue, mais présentement, bon, c'est sec. L'année passée, le riz n'a pas poussé vite, mais ce n'était pas aussi trop sec à l'air. Jusqu'à présent, toujours ici, on a toujours des problèmes de pluie, puisqu'on n'a même pas fini de semer. Il y a toujours du sésame qu'on doit toujours semer, il n'y a pas de pluie. On attend toujours. Le champ de maïs, parce que si ce n'est pas à cause de la sécheresse, je crois qu'à l'hectare, je peux avoir 3 tonnes. Tialogo, Laba, Poix, Kassou et autres localités ont fait l'objet de la visite des agents de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Malgré la disparité de la saison liée au manque de pluie, le directeur régional de l'agriculture du Centre-Ouest, Paul Thiem Touré, se dit confiant. De façon globale, on peut dire que la campagne actuellement est satisfaisante. C'est vrai qu'on vit à l'heure actuelle une période de sécheresse, mais je crois que tout n'est pas perdu. Nous attendons en matière de céréales environ 543 000 tonnes pour la région. Du riz au petit mil, du maïs à l'arachide, l'espoir est permis seulement que la nature décide d'accompagner ses producteurs qui implorent sans cesse Dieu le Tout-Puissant pour que l'eau soit abondante et suffisante pour les plantes. À présent, quelle place pour les services publics dans le développement économique du Burkina Faso? C'est le thème qui a inspiré le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales qui a décidé d'animer un débat autour de la question. La contribution d'éminents panélistes a permis de rehausser le niveau du débat. Drissa Seri. Le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales ouvre le débat sur un sujet d'importance capitale, le rôle des services dans le développement socio-économique du Burkina. Dans un pays comme le Burkina, carrefour de flux physiques et virtuels d'échanges, les services doivent constituer un socle pour le développement du pays. Hôtellerie, restauration, tourisme, finance, banque, assurance, télécommunications, mines et transports, autant de secteurs à fort potentiel de services à promouvoir et qui sont des secteurs porteurs de croissance. Lorsque nous prenons le taux de croissance dans le pays, qui est un des meilleurs taux de croissance de l'Afrique, n'est-ce pas? De ce point de vue, le Burkina Faso est un pays économiquement performant du point de vue des chiffres. Mais lorsque nous posons la question de savoir quel est le contenu d'un point de croissance au Burkina Faso, nous nous rendons compte, si je veux me résumer, que le contenu est facteur des pluies. Et la pluie n'est pas un produit humain. Et deuxièmement, cette croissance-là est facteur de l'industrie minière, qui est une industrie de conjoncture. Par conséquent, nous avons un contenu de croissance qui n'est pas endogène, c'est-à-dire qui n'ajoute pas de la valeur au développement économique. Le secteur des services peut soutenir la croissance à long terme. L'objectif du CAPES est de mener la réflexion afin de trouver des solutions au sous-développement du secteur. On a des problèmes de transport, on a des problèmes au niveau donc, du tourisme. On n'a pas suffisamment développé le tourisme. Et je crois que ces dernières années même, avec le peu d'efforts qu'on fait, parce qu'on peut faire mieux, on voit qu'on a une augmentation tendancielle du taux de fréquentation du Burkina. Donc on a beaucoup de potentiel. Vous voyez, même au niveau de l'organisation des conférences et autres, le Burkina excelle. Il suffit seulement qu'on mette vraiment un peu d'effort pour que nous puissions faire une attraction au niveau de la sous-région. Le constat fait ressortir qu'au Burkina, la tendance est à une décroissance du niveau des services sur ces dernières années. Dans un tel contexte, une stratégie active de promotion des entreprises dans le domaine des services à travers la création de conditions incitatives
paraît impératif pour permettre au pays d'inverser la tendance. Le ministère de l'économie et des finances prend sa pause bilan pour faire le tour de ce premier semestre de l'année et définir les prochaines priorités pour la suite de l'année. Le ministre de l'économie et des finances a à l'occasion lancé un cadre de dialogue avec les usagers du ministère. Estelle Judith Assogba. Les agents du ministère de l'économie et des finances et leurs partenaires marquent une halte pour faire une évaluation de leurs actions. Au titre de l'année 2013, selon le rapport annuel, des résultats forts appréciables ont été engrangés, notamment dans le domaine des finances et de la planification stratégique et opérationnelle. Les insuffisances mentionnées se présentent comme les défis à relever pour 2014. Il faut qu'à tout prix que nous puissions trouver les moyens pour pouvoir accroître davantage les ressources internes. Et là, il faut aller dans les tomes, lutte contre la fraude, la corruption, etc. L'autre élément, c'est l'efficacité de la dépense publique. Une chose d'avoir l'argent, l'autre c'est pouvoir bien dépenser. Et là, ça pose la question des délais, des lourdeurs sur lesquelles il faut qu'on travaille pour alléger, pour permettre au ministère de pouvoir être beaucoup plus efficace. Enfin, il y a un thème qui est important pour les gestionnaires de ressources, c'est la bonne gouvernance, c'est la lutte contre la corruption. Et pour cela, nous avons mis en place un certain nombre d'instances, les directoires, la lutte contre la corruption. Et tout justement, Kassemba permet de faire une évaluation de ces structures-là pour voir comment elles ont pu fonctionner et être encore plus efficaces. Un défi majeur que s'est fixé le département de Lucien Marie-Noël Bembamba est d'offrir un service public de qualité aux usagers. C'est pourquoi, à cette première session de l'année 2014, les réflexions se mènent autour du thème « L'usager du secteur de l'économie et des finances est un acteur essentiel à l'atteinte des résultats ». Quand vous regardez un peu nos attributions, pratiquement chaque citoyen a affaire au ministère des Finances. Donc pour nous, c'est extrêmement important que nous puissions prendre en compte leurs préoccupations. Ça aussi notre rôle. Et pour cela, nous avons essayé d'abord d'identifier les attentes des usagers. Et nous avons eu à faire une enquête de satisfaction auprès des usagers. Ça nous a permis de lister les types de prestations de services d'information dont ils ont besoin. Et sur cette base, nous avons pensé que c'était bon qu'on mette en place un cadre formel de dialogue. Ce CASEM a aussi servi de cadre pour lancer l'espace de dialogue ministère de l'économie et des finances et usagers, en abrégé EDIAMEF. Ce nouveau cadre d'échange institué et le rapport annuel traduisent l'ambition de ce département d'être une administration moderne et transparente, œuvrant au renforcement de la communication et à la satisfaction de la clientèle. Même exercice au département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. On passe en revue les performances à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue du ministère pour de meilleurs résultats. Le tout, c'est l'atteinte des objectifs de la SCAD. Nathalie Sawadogo Nabaloum. 34% de taux d'exécution des mesures physiques contre 30% au niveau financier. C'est le bilan qui ressort du rapport de performance à mi-parcours 2014 du cadre sectoriel de dialogue industrie, commerce et artisanat. Un rapport soumis à l'appréciation des membres et aux partenaires techniques et financiers. Le taux de façon globale varie entre 40 et 24%. Et nous avons à peu près 40% pour le programme artisanat et le programme secteur privé et 24% environ pour le programme industrie et 40% également pour le programme pilotage et soutien au ministère. Ils vont apprécier le rapport de performance et faire des propositions. Ce cadre sectoriel, faut-il le rappeler, donne des orientations aux activités assignées au ministère dans le cadre de l'atteinte des objectifs de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et du développement durable. La même rencontre de revue à mi-chemin devrait permettre au ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi de planifier ses actions conformément aux grandes orientations de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Jacques Lamissa Tarpaga. Pour le suivi et l'évaluation de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD, il a été institué des cadres sectoriels de dialogue selon les centres d'intérêt.
Pour que l'axe stratégique 2 de ce référentiel de développement, à savoir la consolidation du capital humain et la promotion de la protection sociale, soit une réalité, des actions en matière de jeunesse, de formation professionnelle et d'emploi sont mises en œuvre. Et la tenue de cette session à mi-parcours du cadre sectoriel du dialogue du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi répond aux soucis de recherche de performance et d'une synergie d'action entre tous les acteurs. Il est fait obligation au cadre sectoriel de dialogue de tenir au moins 2 sessions par an. Et c'est dans cette dynamique que le cadre sectoriel jeunesse, formation professionnelle et emploi tient sa première session. Il sera consacré essentiellement à l'examen du projet de rapport sectoriel à mi-parcours du CSD et à la planification des actions, des mesures entrant dans le cadre de la période 2014-2017. Quand on fait le point, donc on voit que le secteur jeunesse, formation professionnelle et l'emploi a engrangé des acquis fort appréciables qu'il convient donc de renforcer. Le cadre sectoriel de dialogue, jeunesse, formation professionnelle et emploi a été mis sur pied en février 2013. Malgré quelques difficultés, le département a pu former 2000 volontaires nationaux, financer plus de 1600 micro-projets et créer plus de 1600 emplois. 2400 autres emplois ont été consolidés. Ils sont près de 15 000 candidats en quête d'une clé pour accéder à la fonction publique. L'innovation majeure de la session 2014 des concours directs de la fonction publique, c'est la participation des personnes ayant un handicap visuel. Elles auront à tenter leur chance dans une dizaine de sections. Les candidats composent depuis hier sur l'ensemble du territoire national. Touboum, Evelyne Dabiri. On vient pour faire gestionnaire des hôpitaux. On espère que cette année, bon, ça va aller vu le nombre. Et puis bon, on demande peu de candidats, mais on a bossé. Henriette Daourou, comme les autres 588 042 candidats, espère réussir à un des concours directs de la fonction publique. Et c'est le ministre en charge de ce département qui a donné le top de départ de l'administration des épreuves dans le centre du lycée Zenda. Dans les 3 autres centres de composition visités, l'administration des épreuves se déroule bien. Après avoir fait le tour dans quelques centres et avoir eu les échos sur l'ensemble du territoire national, parce que le concours se déroule dans les chefs-lieux des 13 régions, on peut dire globalement que ces concours sont bien partis. Ils ont démarré dans la sérénité et se sont bien déroulés toute la matinée. Sur le plan technique, on a eu quelques difficultés au démarrage ici et là, mais qui ont été dans l'ensemble rattrapées, de telle manière qu'à l'heure où je vous parle, les concours se sont déroulés dans de bonnes conditions. Des innovations ont été faites cette année avec la prise en compte des personnes en situation de handicap qui composent dans 10 concours qui leur sont ouverts. Une conférence de presse a fait suite à cette visite du ministre avec ces informations-ci. 106 concours ont été ouverts ce jour et les derniers prendront fin le 12 août. 588 042 candidats ont été enregistrés pour 14 604 postes à pourvoir. Et le coût de ces concours est estimé à 590 millions de francs CFA. Les résultats des concours seront donnés par les canaux habituels et la date limite des derniers résultats est fixée au 12 octobre. Voilà, 500 000 candidats donc pour plus de 14 000 postes à pourvoir. La QV 2014 de l'Institut supérieur des sciences de la population est composée d'une 50aine de nouvelles compétences qui devraient mettre leur savoir à la disposition de leur pays pour relever les défis de développement. Les nouveaux diplômés viennent de plusieurs pays d'Afrique. Découvrons-les avec Zalissa Sanfo. 48 nouvelles compétences prêtes à servir dans leurs institutions et pays respectifs. 25 sont aujourd'hui titulaires d'un master en population et santé, avec ces certificats de spécialisation qu'ils viennent d'obtenir après 2 années de dur labeur à l'Institut des sciences de la population. Ils devraient pouvoir contribuer à l'élaboration de stratégies nouvelles pour élever les défis de santé dans un continent où l'on enregistre le fort taux de mortalité maternelle et infantile et où il émerge des maladies non transmissibles. Je suis médecin généraliste de formation et je suis venu apprendre les sciences de la population.
C'est-à-dire, c'est un master qui nous permet de comprendre comment la société est composée et également de mieux développer les composants de la santé pour pouvoir aider la population à préserver la santé et voir en fonction de la structure de la population quels sont les événements qui peuvent influencer sur la santé. Les 23 autres, eux, sortent aujourd'hui avec une licence professionnelle en main. Ils vont désormais apporter leur expertise dans le domaine des statistiques sociales. Un très grand défi donc. Et c'est pourquoi le parrain, tout en se réjouissant de cette sortie, a souhaité que pour les années à venir, l'on puisse enregistrer un très grand nombre d'étudiants. Nous encourageons les responsables de l'école à faire en sorte que nous puissions encore former davantage, parce que les nombres que vous avez vus aujourd'hui, ils sont 48 au total, 23 et 25, qui viennent de près d'une dizaine de pays, ce qui veut dire que par pays, nous n'avons pas beaucoup de ressources humaines. Les deux parrains, le ministre de la Santé et de l'Éducation nationale, ont mis chacun la main dans la poche, soit pour encourager les sortants, soit pour rendre la fête belle. Les populations affectées par les travaux d'aménagement du canal de Moronaba ont reçu des matériaux de construction pour leur réinstallation à Basenko, une réinstallation qui sera effective après dédommagement. Il est également prévu la construction d'une école primaire sur le nouveau site Abdul Rasmane Zongo. Plus de 300 habitants de Ouagadougou affectés par le projet aménagement du marigot du Moronaba en canal bénéficient d'une opération d'indemnisation et de réinstallation sur le site de Basenko, à la sortie nord de la capitale burkinabé. La présente cérémonie est une remise symbolique de bons d'enlèvement de matériaux de construction. Au total, plus d'1,3 milliard de francs CFA sont mobilisés pour indemniser les personnes affectées, auxquelles l'on octroie 332 parcelles. Il s'agit de remettre à titre d'accompagnement des matériaux de construction aux personnes affectées par le projet d'aménagement du canal du Moro. Ces matériaux de construction sont composés d'1 tonne de ciment par ménage et puis de 20 tonnes. L'ONEA réalisera les branchements en même temps que nous aurons des branchements individuels pour chacun des ménages. Nous aurons également des latrines VIP pour chacun des ménages. La cérémonie a également connu la pose de la première pierre d'une école primaire dans ce nouveau quartier dont les futurs occupants ont déjà baptisé 2 plateaux à l'image du mythique quartier abidjanais. Je demande aux personnes affectées qui ont reçu des bons de matériel de faire un bon usage et de vivre ensemble dans la joie, la cohésion, comme on le dit, la cohésion sociale, et de se donner la main et pour bâtir cette nouvelle cité qu'ils ont baptisée eux-mêmes, les cités des 2 plateaux. Quand tu sors d'une maison en banco, pour améliorer, il faut quoi? Le ciment. Il faut l'améliorer quand même pour bien vivre. Donc très bien, c'est un bon geste et je souhaite ces gestes-là pour tout le monde. L'aménagement en canal du marigot du Moronaba long de 4,7 km entre dans le cadre de 2 grands projets dénommés Assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou et Développement durable de Ouagadougou. Et dans le Moon, ce sont 28 groupements féminins qui reçoivent des kits de fabrication de savon, un cadeau de fin de formation sur les techniques de fabrication de savon et une sensibilisation sur la santé de la reproduction. La donatrice a émis le souhait de leur plein épanouissement. Siriki Milogo, Paul Sawadgo. 28 kits composés de moules, de tubes de coupe, de seaux, c'est le lot de matériel qui a été remis à 28 groupements de femmes de la province du Mouhoun. Cette remise de matériel vient couronner plus d'1 mois de formation en techniques et procédures de fabrication de savon, l'utilisation des moules et les techniques de vente et de conservation du savon. La formation a également permis de prendre en charge la sensibilisation et la formation en santé de la reproduction au profit des femmes. Étant femme, je connais les conditions de vie des femmes, surtout dans les campagnes. Donc c'est ce qui m'a motivée à me battre pour avoir un petit moyen pour pouvoir soutenir ces femmes-là dans les villages. Nous sommes simplement venus soutenir l'initiative heureuse de la députée Mana Kote Awa, qui a fait une activité qui est novatrice et qui, à notre avis, a un
grand impact. Et ces femmes, au nombre de 120, sont issues des 7 communes de la province du Mouhoun. D'un coût de plus de 7 millions de francs CFA, le matériel vient soulager les bénéficiaires qui pourront mener des activités génératrices de revenus. Nous sommes très heureuses, nous les femmes, qui ont appris à faire le savon, nous sommes contentes. Vraiment, on remercie beaucoup Madame le député de ces gestes qu'elle nous a donnés. Ça va nous aider. On va faire le savon, on va vendre, on aura nos bénéfices là-dedans. Nanti des connaissances, ces femmes contribueront au développement du pays. L'initiatrice de cette activité entend la perpétuer. Et comme perspective, il y a la construction d'un centre de formation des femmes de la Boukoul du Mouhoun afin de les doter d'un cadre de vie plus sécurisé et propice à la promotion des activités génératrices de revenus et à la formation. Voilà un mot de sport pour finir avec le match retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN des cadets qui s'est joué cet après-midi au stade du 4 août. Les étalons cadets ont été tenus en échec par les Lionceaux indomptables du Cameroun par le score nul de 0 but partout. Battus au match aller par 2 buts à 0, les étalons sortent de la compétition sans inscrire le moindre but. Et sachez également que la 3e édition du tournoi international de solidarité des centres de formation de football débute demain au stade municipal de Ouagadougou. À partir de 15h, et 12 centres de formation de la sous-région prennent part à la compétition. On s'arrête là pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à toutes. À demain.